prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et toutes, et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable, qui se consomme comme un jus de fruits. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 14e numéro de Jus de Ciné, qui sera donc consacré à la première moitié du mois de février. Comme promis, je suis accompagné de Marie pour ce numéro. Bonsoir Marie, bonjour Marie. Bonjour Julien. On a encore la journée quand même. Comment vas-tu? Très bien. Ça va? Contente d'être là? Comme toujours. Comme toujours, c'est un plaisir de t'accueillir également à nouveau. Je vais y arriver. Pour ce numéro, le sommaire, comme d'habitude, les actus évidemment. Pas mal de sorties d'avant 2021 avec Joker, Les Savoirs du Palais, La Voix de la Justice, Les 7 de Chicago ou encore L'Élève du Cobu. Oui. Et bien sûr, on terminera par un vice-versa, pareil, que je vous avais promis dans le numéro précédent. Donc pour rappel, on a un thème, on impose un film à l'autre. Et donc, la personne dit ce qu'elle a pensé du film imposé. Ça sera en fin d'émission. Voilà pour le sommaire, il est temps de passer aux actus. Alors les actus, bon, j'ai trouvé quelques petits trucs. Tout d'abord, une annonce qui m'intrigue beaucoup, c'est à propos de Cloverfield, donc film catastrophe sorti en 2008, donc de Matt Reeves, qui avait la particularité d'être en found footage, donc en images retrouvées entre guillemets, donc qui racontait l'histoire d'un monstre qui attaquait la ville. Donc on suivait un groupe de personnes qui essayaient un petit peu de s'en sortir là-dedans. Et donc il y a eu plusieurs films, deux films qui ont été plus ou moins dans le même univers, mais pas forcément des suites. Et là, il y a une suite directe de Cloverfield qui est en projet. Alors, une suite, en fait, ça serait plutôt les origines de Cloverfield. Donc peut-être que ça expliquerait un petit peu l'origine du monstre, etc. Et donc ce serait pour le coup sans found footage, donc un film classique. C'est toujours J.J. Abrams et sa société de production qui produisent le film, donc c'est quelque chose de très officiel, hein, ça va vraiment faire partie de la saga Cloverfield. Je suis intrigué parce que moi c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une annonce qui m'a fait bien plaisir. Également on a eu les nominations pour les Golden Globes 2021, donc c'est la saison des récompenses pour le cinéma américain a été lancée. Donc on va pas beaucoup parler des séries, hein, parce que bon moi je suis très très largué, hein, les séries je suis absolument pas à jour. On peut juste quand même parler que en termes de nomination, The Crown part en tête. On a aussi pas mal de nominations pour Ozark par exemple. On a pas mal du Jeu de la Dame. Encore que deux nominations pour la série Netflix de 2020. On avait parlé que de ça en 2020. Côté film, c'est Netflix qui tire son épingle du jeu avec 6 nominations pour Mank, le dernier David Fincher, 5 nominations pour les 7 de Chicago, ça alors on va parler tout à l'heure, incroyable. On a aussi 4 nominations ex aequo pour Nomadland, le film de Chloé Zhao, Promising Young Woman ou encore The Favor. On a aussi Amazon qui s'en sort pas si mal, avec le deuxième Borat qui part avec 3 nominations, ou encore One Night in Miami, le film de Regina King, si je ne dis pas de bêtises. C'est absolument... Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, par contre, excusez-moi. On a aussi, par exemple, le dernier Pixar qui part avec 2 nominations, Soul, ou encore Palm Springs aussi, film Amazon Prime également. Voilà, donc tout ce genre de joyeuseté. Normalement, quand cette émission sera sortie, j'aurais déjà fait mon stream prédiction. Je rappelle que je stream sur Twitch tous les lundis soirs. Et donc, je pense que l'émission sortira après mes prédictions. Donc je vous invite à voir la rediff sur mon Twitch, encore une fois les liens sont en description bien évidemment. Et ne vous inquiétez pas pour les prédictions César et Oscar, ce sera évidemment sur la chaîne YouTube, comme d'habitude, on ne coupera pas à cette tradition. On continue très vite fait parce que bon, j'avais quand même envie d'en parler parce que quand même c'est fou. On a eu le Super Bowl il n'y a pas très longtemps, donc la finale du football américain qui rassemble des millions de téléspectateurs aux États-Unis, c'est un des plus gros événements sportifs au monde. Et c'est là où souvent les studios proposent des trailers, parce que souvent parce qu'ils savent que dans les pubs c'est beaucoup regardé. Et il y a notamment eu le trailer du nouveau M. Night Shyamalan qui va donc s'appeler Old, qui devrait sortir en 2021, on croise les doigts évidemment, qui en gros raconte l'histoire d'un groupe de personnes, qui sont sur une île et en gros ils vont se rendre compte que le temps sur cette île s'écoule différemment. Donc voilà, très intriguant. Le trailer est très court, il fait à peine 30 secondes, mais on voit déjà quelques trucs un peu bizarres. On sent qu'il y a déjà une patte artistique. Moi je suis évidemment très hypé, j'adore M. Shyamalan, donc évidemment que je suis très impatient de voir ça. Toujours en termes de cérémonie, parce que là vraiment c'est la saison, on a également eu les nominations pour les Césars, donc le cinéma français. On va très vite fait parler des films les plus nommés évidemment. C'est Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait de Emmanuel Mouret qui part avec 13 nominations, donc il part en archi favori. Juste derrière avec 12 nominations, on a Adieu les cons, le Daniel Dupontel ou encore le Daniel François Ozon est à 85. On a aussi une très belle performance de Antoine dans les Cévennes, succès surprise de 2020. Qui repart avec 8 nominations. On a aussi le documentaire Adolescente, l'excellent documentaire de Sébastien Lifshitz, qui repart avec 6 nominations, pareil, très belle performance.
On a aussi le film de Mike Wayne, ADN, qui repart avec 4 nominations. Donc voilà, encore une fois, les prédictions, ça sera sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Et dernière petite chose, parce que j'ai envie de parler de Disney vite fait. Évidemment, hein, c'est le truc. Non, juste parce que Disney, donc, vous le savez, a racheté la Fox. Et il avait le studio chez la Fox, Blue Sky. Alors ça vous parle peut-être pas comme ça, mais c'est le studio qui avait notamment fait Les Lèches de Glace ou encore Rio. Et Disney a fermé le studio Blue Sky pour des raisons économiques, soi-disant. Alors qu'ils ont je ne sais pas combien d'abonnés sur Disney+. Bon, hein, voilà, on va pas en parler. Mais bref, hein, ça dégoûte un peu hein, parce que c'est un studio qui avait produit plutôt de belles choses et ils avaient une patte à eux. Voilà. C'est un peu triste, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà pour les actus, on est donc parti pour les sorties de 2021, enfin d'avant 2021, pardon. Et on commence avec Joker, réalisé par Todd Phillips. Alors, moi j'en ai déjà parlé, évidemment, c'était dans mon top, dans mon bilan cinéma 2019. Mais on en parle, parce que en fait c'est surtout toi qui vas en parler, Marie, parce que toi tu l'as vu récemment. Oui, tout à fait. J'avais pas eu l'occasion ni de le voir au cinéma, ni... après, mais je l'ai vu donc effectivement il y a une quinzaine de jours. Voilà, tu l'as rattrapé récemment et donc tu vas nous en dire ce que tu vas nous dire ce que tu en as pensé. Pardon, je te laisse la parole, c'est parti. Moi j'ai relevé 2 ou 3 petites choses qui sont intéressantes parce que je ne vais pas reparler du film, je crois que tu l'as bien abordé. Donc le film Joker s'ouvre sur le vieux logo de la Warner. Donc celui qui avait été utilisé de 72 à 84. Et donc tout de suite on se dit l'esthétique sombre va bien apparaître dans ce film, c'est l'esthétique sombre donc de ces années. Et donc il va se dérouler comme une étude de caractère qui n'est pas sans rappeler quelques films comme Midnight Cowboy, un film rempli de paumés donc qui ne sont pas sans rappeler Arthur Fleck, et surtout 2 films de Martin Scorsese qui sont Taxi Driver et The King of Comedy. Donc que dire de Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix maîtrise son sujet, il est aussi touchant dans certaines scènes qu'inquiétant dans d'autres. On éprouve pour lui autant d'empathie que de dégoût. Et ensuite, que dire de ce rire qui semble faire mal physiquement à Arthur Fleck, donc le personnage, mais qui pourtant fait partie intégrante de la panoplie de ce personnage. Donc ce rire est particulièrement bien trouvé et définit parfaitement le personnage, non du Joker en général, mais de celui-ci en particulier. Bref, donc simplement un mot pour conclure sur Joker. C'est un rôle à la démesure de cet acteur talentueux qui est Joaquin Phoenix. À voir absolument. Quelque chose à rajouter? Ce que tu avais déjà dit? Non, je sais pas, mais qu'est-ce que tu as pensé des autres aspects du film? Je sais pas, la musique, la mise en scène, tout ça Non, tout est... Ça coule de sens pour toi. Moi, ce qui me... Oui, non, mais le film est... Oui, purement génial, on peut le dire. J'étais très dérangée par le côté psychotique donc, de Joaquin Phoenix, enfin du personnage d'Arthur Fleck, là, donc, parce que j'ai vu ça au niveau de certaines critiques, avaient fait des comparaisons donc, de cette époque, que pouvait représenter un petit peu donc le Joker avec cette montée de la violence, avec des mouvements, je n'allais pas dire que syndicaux, mais mouvements humains qui pouvaient y avoir à travers certains pays, et puis la France, pour ne pas citer donc toute la période des Gilets jaunes. C'est vrai que c'est très ancré dans le monde actuel. Hein, c'est ça, parce que donc c'est cette montée de la violence pure, parce qu'en fait, de toute façon, c'est juste un mec paumé et qui aurait pu très bien basculer dans le côté gentil et sympa, avec juste peut-être une petite différence par rapport à... Donc voilà. Mais sinon, Joaquin Phoenix, voilà. Déjà, je l'avais détesté, mais très très fort dans Gladiator. Et là, tu le détestes toujours, mais... D'un autre côté, tu te dis quand même, il a un fond qui te fait presque de la peine, quoi. Enfin, quand tu dis que tu l'avais détesté, t'avais détesté le personnage. Le personnage de Commode dans Gladiator. L'intention voulue. Bien sûr, tout à fait. Mais par contre, c'est vrai que la transformation physique qu'il a réussi à faire au niveau de son corps, au niveau de ses mimiques... Il est très rachitique et oui, tout à fait. Au niveau de ses mimiques, donc au niveau du visage, enfin tout ça, c'est... voilà quoi, il a eu l'Oscar et franchement c'est plus que mérité, donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, mais il y a quand même ce petit côté où tu sors tu te dis, surtout pas rencontrer ce genre de personnage, quoi, ni le jour ni la nuit. Oui, non, voilà, j'ai rien à rajouter, j'avais beaucoup aimé le film, également pour son audace et surtout pour poser enfin une antithèse complète
à Marvel. Moi, ça me fait trop plaisir. Et aux super-héros. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Prochain film, alors ça va aller très très vite. Hein. Les Saveurs du Palais, réalisé par Christian Vincent. Alors, je l'ai déjà parlé, il y a 2-3 numéros de ça, où je le rappelle assez souvent. Donc je me suis lancé un défi en 2021, c'est pour un badge Sens Critique, c'est une Sens Critique évidemment, c'est de voir les 55 films qui ont dépassé le million d'entrées au box-office français de 2012, donc pour avoir un badge donc, qui s'appelle le million. Donc dans ce contexte-là, j'avais déjà vu donc, les Kaira, j'avais parlé aussi de John Carter dans l'émission précédente, et donc là on continue le classement, donc là c'était la 52e place, et donc Les Saveurs du Palais de Christian Vincent, donc qui est un film avec Catherine Fro, qui joue une cuisinière qui est très réputée et qui va travailler pour le... Un chef. Pardon ? C'est un chef. Oui, enfin une chef cuisinière, oui. Qui donc va être engagée pour travailler à l'Elysée. Et donc servir le président de la République, qui est incarné par Jean Dormesson dans le film. Très vite fait, c'est un film sympathique à regarder. C'est très scolaire et académique, ne vous attendez pas à un grand film avec énormément de profondeur, etc. Voilà. Ça se regarde bien, c'est très sympathique à suivre. Pas plus quoi, c'est vraiment le film que tu regardes le dimanche après-midi sans te prendre la tête. Ça dure 1h30, ça creuse pas plus que ça les personnages, ça fait le taf. Voilà. Le prochain film, La Voix de la Justice, réalisé par Destin Daniel Cretton, j'espère que je le prononce bien, sorti en 2020. Film que je n'ai pas vu, mais que toi tu as vu, Marie. Tu vas donc évidemment nous en parler. De La Voix de la Justice. Nous t'écoutons avec grande attention, évidemment. En fait, ce film, je suis tombée dessus sur Canal. Après tout, on cite nos sources, chacun les siennes. Hein. Canal évidemment. Et donc, c'est un film. Alors, c'est surtout au départ parce qu'il y a Michael B. Jordan, et puis moi, je suis une fan inconditionnelle. Et donc, je me suis laissée attraper au jeu. Sans savoir, parce que quand j'ai vu le film, j'avais absolument pas vu ni de bande-annonce, ni de critique, ni de rien du tout. Donc, je suis partie vraiment tout à fait au hasard, juste pour Michael B. Jordan. Et donc, une fois le film terminé, j'ai voulu en savoir un peu plus. Le film est superbe, vraiment très bien. Et il aborde un sujet, alors c'est pas le premier film sur ce sujet, mais en tout cas celui-là il est particulièrement bien réussi, puisque c'est en fait la condamnation d'un homme noir dans une Amérique blanche, et sans dévoiler bien sûr la fin du film. Il y a tout le processus qui s'installe. Donc c'est un jeune avocat qui sort tout juste de Harvard, et qui, plutôt que de se lancer dans une carrière de grand avocat et tout ça, donc se met avec une association pour défendre les droits de Noirs américains, donc traînés en justice, et qui pour la plupart du temps sont innocents. Donc on assiste à tout le cheminement. Il va partir sur des enquêtes pour voir comment s'est passée l'histoire. Bien sûr, il va sans dire que le noir américain donc a assassiné une jeune fille blanche. Et donc c'est sorti d'une histoire vraie, et donc du livre du jeune avocat qui s'appelle Bryan Stevenson. Donc le film présente tout ça, et il suit donc Walter Macmillan, donc qui en 1987 est condamné à mort pour le meurtre retentissant d'une jeune fille de 18 ans, jeune fille blanche bien sûr. Donc et en dépit d'un grand nombre de preuves attestant de son innocence et d'un unique témoignage à son encontre provenant d'un criminel aux motivations douteuses, donc bien sûr il sera condamné à mort. Et donc lorsque Bryan Stevenson va le voir, fait sa connaissance, il est dans le couloir de la mort. Voilà, pour situer le film. Donc c'est un film puissant en guise de plaidoyer contre la peine de mort, qui curieusement puise toute sa force dans la fragilité, l'hésitation et les doutes de ce jeune avocat confronté à la détresse humaine. Ça relève aussi, parle aussi de tout le dysfonctionnement édifiant de la justice américaine, en particulier parce que c'est là où c'est important, c'est parce que ça se passe en Alabama, dans les années 80, l'Alabama bien sûr, État sudiste, et qui était encore imprégné des stigmates du racisme, issus donc des lois ségrégationnistes. Donc il est très bien réalisé,
comme tu disais, donc Destin, Daniel Cretton. Et ce que je trouve, c'est qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le premier film sur ce sujet, mais par contre, lui, il le fait vraiment avec une grande délicatesse dans le jeu des acteurs. En plus, il le magnifie en poussant un peu plus loin l'investigation donc sur les relations des uns avec les autres. Et je trouve que c'est particulièrement bouleversant parce que ça nous fait nous interroger donc, sur ce qui existe encore aux États-Unis. Donc c'est tout ce que j'en dirais pour le film. Par contre, je suis allée donc là aussi un petit peu plus loin sur le film et j'ai voulu savoir donc un peu plus, j'ai voulu en connaître un petit peu plus sur les exécutions, enfin les condamnés à mort, donc aux États-Unis, par décennie, donc depuis les années 1950. Donc de 50 à 60, il y a eu 777. De 60 à 70, 191. De 70 à 79, il y en a eu 3. Ah, c'est en fonction aussi un petit peu des présidents, selon qu'ils étaient plus ou moins pour ou pas. De 80 à 90, 117. De 90 à 99, 518. 2000, 2009, on voit que ça remonte bien, c'est 598. 2010, 2019, 324. Et 2020, enfin pour l'instant 2021, enfin 30. Donc on en est déjà à 33 donc sur une année. Voilà, donc en gros ça fait 2478 exécutions qui ont eu lieu sur une cinquantaine d'années. Sur ce nombre d'exécutions, il y en a quand même 792 qui étaient dans le couloir de la mort, qui ont vu leur peine commuée, qui ont été soit graciés, soit innocentés. Sachant que, j'allais dire bien entendu, mais ça paraît peut-être pas forcément si évident que ça, sur ce nombre d'exécutions et de condamnés à mort, il y avait un fort pourcentage de noirs américains, hispaniques, enfin bon, donc ouais, plus dans ce... Voilà. Sachant que de toute façon, c'est surtout encore principalement les États du Sud qui continuent donc d'appliquer la peine de mort. Je pense que c'est une affaire à suivre parce que c'est pas fini. Très bien, merci, c'était très intéressant. Mais surtout à voir pour Michael B. Jordan. Oui, bien sûr. Ça paraît évident. Presque. Voilà. Le prochain film, Les 7 de Chicago, réalisé par Aaron Sorkin. Pareil, là on est sur un film aussi très, très engagé politiquement. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire. Alors je vais essayer de bien résumer. Peut-être que tu le feras mieux. Oui, parce que de toute façon, j'ai pris ce qui m'intéressait. Je te laisserai résumer. Mais d'ailleurs, tu vas commencer. Je vais te laisser commencer. Parce que là, on est ensemble. Je te mets, voilà. Donc, je situe les personnages, l'action voilà. dans le temps, dans le lieu, voilà. En fait, c'est en 1968 à Chicago. Il y avait donc une convention démocrate avec donc la nomination d'Hubert Humphrey, qui était comme candidat à l'élection présidentielle. Et donc le 28 août de cette même année, il y a eu une manifestation des opposants à la guerre du Vietnam. On se rappelle quand même que, pareil, là aussi je ne veux pas revenir trop en arrière et puis pas faire trop d'histoire non plus, c'est pas le but du jeu. Mais John Fitzgerald Kennedy était plutôt pour cesser la guerre du Vietnam. Il se trouve que c'était pas du tout ce que voulaient les autres, donc oui. Du coup son assassinat peut un peu s'expliquer pour ça, parce que par exemple le vice-président en exercice, donc suite au décès de John Fitzgerald Kennedy, c'était Lyndon Johnson, et qui lui par contre était pour continuer la guerre du Vietnam, qui bien sûr a été une des pires catastrophes que les États-Unis ont connues, ne serait-ce que par le nombre de morts. Donc lors de cette convention, il y a des manifestations. Et à Chicago principalement, donc pendant cette convention, il y avait ce qu'on appelait les 7 de Chicago, qui étaient 7 prévenus, parce qu'en fait, on assiste un petit peu aux manifestations, savoir comment elles se passent, et puis après, on a droit directement au procès de ces 7 de Chicago. Je donne les noms, ça intéresse quelqu'un, non, pas. Donc il y avait Abby Hoffman, Jerry Robin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Friends et Lee Weiner. Donc ils ont été accusés de conspiration, incitation à la révolte lors de la convention de Chicago. Et il y a eu un ultime homme qui a été rajouté qui s'appelait Bobby Seale, qui était donc le dirigeant des Black Panthers de Chicago.
Voilà. Donc pour situer Oui. le film. Ah, c'est bon, pardon. Après, oui. Très bien, merci. Ah bah je t'ai situé... Mais alors, du coup, juste avant que je parle, qu'est-ce que tu as pensé du film en lui-même? Ah, j'ai trouvé ça... je connaissais pas du tout le... L'histoire? Je sais pas si toi tu connaissais les événements, moi pas du tout. Pas du tout, non. C'est bon, on sait le nombre de manifestations qu'il a pu y avoir contre la guerre du Vietnam pendant des années et des années, parce que bon, au début, les Américains étaient persuadés que ça allait se passer finger in the nose, ça allait pas durer longtemps, ça allait très vite se passer, puis en fait, ils se sont totalement embourbés là-dedans. Donc, il y avait presque plus de morts côté américain que côté vietnamien. Mais je trouvais que l'histoire a été super bien faite, bien présentée. C'était super bien filmé parce qu'on avait à la fois le côté procès, puis le côté... ça nous remettait... à chaque fois qu'il y avait, je sais pas, un avocat qui disait, voilà, ouais, mais à tel jour, telle heure, vous étiez à tel endroit, ça nous replace le personnage dans la situation. En fait, en gros, c'était à nous, en fonction de la scène qu'on nous présentait, c'était à nous presque d'avoir une idée. C'est est-ce qu'ils étaient coupables, pas coupables, est-ce qu'ils ont participé, ils n'ont pas participé. Tu vois, c'est ça que j'ai aimé dans ce film-là. Oui, d'accord, voilà. je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est qu'en fait, on n'était pas simple spectateur dans le tribunal, on l'était aussi par rapport aux événements, parce qu'on a assisté donc aux différentes scènes qui ont conduit... On est un peu juré aussi. Voilà, tout à fait, c'est ça. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Alors disons que moi, alors j'ai bien aimé le film aussi, j'ai quand même 2-3 trucs à reprocher un petit peu. En fait, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est typiquement le film taillé pour les Oscars. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout pour que ça marche aux Oscars. Il y a le casting, le sujet, tout ça, c'est très politique. Il y a un côté que je trouve moi un peu très écrit. Aaron Sorkin est avant tout un très très bon scénariste. Il a notamment écrit, il est notamment reconnu pour avoir écrit le film de Fincher, The Social Network, et qui effectivement était plutôt un modèle d'écriture, que c'était extrêmement bien rythmé et écrit. Et Fincher avait de son côté lui transformé la mise en scène. Là pour le coup, c'est encore une fois très bien écrit parce que Sorkin est un très bon scénariste. Mais je trouve que justement, pour moi, c'est la mise en scène qui ne suit pas. Tu parlais tout à l'heure de trucs que tu as parlé par rapport à la mise en scène. Moi je pense que c'est plutôt le montage qui est efficace dans ce côté-là, mais pas vraiment la mise en scène en elle-même, pas les mouvements de caméra, oui, tout ça. Oui, peut-être. Là, je trouve qu'il manque quelque chose, et je trouve que du coup, pour moi, le jeu n'est pas transcendé à fond. C'est un bon film, mais qui manque de cinéma pour moi. C'est un truc, encore une fois, que je trouve un peu scolaire. Et c'est en ça que je dis que c'est très, très, très Oscar, ça, parce que vraiment c'est tout ce qu'ils adorent. Voilà, après c'est très difficile de critiquer, que ce soit le casting qui est excellent, que ce soit encore une fois l'écriture qui est. Enfin, vraiment c'est très, très bien écrit, les personnages sont attachants, etc. Et bien sûr que tout le contexte, etc., qui est présenté, tout ça est très, très intéressant. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, malgré tout, voilà, moi je suis plus mise en scène que scénario. Ça a toujours été le cas. Oui. Donc forcément, c'est des films qui me parlent moins. Je dis pas que c'est pas bien. Moi, c'est tout le contraire, voilà. Donc d'où peut-être où j'ai apprécié plus. Voilà. Tu disais c'est très scolaire. Oui, je suis d'accord sur le truc, mais c'est bien parce que très scolaire, ça veut dire que quelque part, ça te donne, en tout cas moi, ça m'a donné envie d'aller voir plus loin, savoir pourquoi, comment, quand. Donc oui, si c'est à ça qu'un film doit servir, oui. Eh ben c'est bien parce qu'il le fait bien. Et puis c'est aussi quelque part les États-Unis. Alors c'est pas le premier film, ça sera pas le dernier à mon avis sur la guerre du Vietnam. Donc ça c'est voilà. Mais encore une fois, il repose encore la même question. Que sont-ils allés faire dans ce bourbier? Oui, la légitimité de tout ça. Oui, bien sûr, mais oui. Voilà, donc... après, quand je disais scolaire, peut-être que le mot est mal choisi, parce que moi j'aime bien dire genre scolaire ou académique, mais après c'est souvent encore une fois dans la mise en scène que je parle de ça. Oui, on est d'accord. Où il n'y a pas, des mouvements de caméra complexes, c'est souvent des choix retranchants, voilà. Oui. C'est pas mal fait. C'est juste que ça manque d'une petite plus-value là-dessus. Mais encore une fois, encore une fois, je suis plus mise en scène que mise en scénario. Si vous avez plus scénario que mise en scène, vous allez certainement aimer, parce qu'encore une fois, c'est très très bien écrit. Voilà. Oui, parce qu'il a quand même repris, les scènes presque. Parce qu'en fait, comme les scènes avaient été filmées, qu'elles étaient donc toutes reportées sur les journaux de l'époque, ça avait fait un tel... C'est comme ils disent dans le film, d'ailleurs, ils disent le monde entier nous regarde, et c'est vrai que c'est... Donc effectivement, ils pouvaient peut-être pas trop diverger, parce qu'il fallait bien qu'ils respectent de toute manière. C'est toujours compliqué quand tu t'attaques à une histoire... bien sûr. Historique, une histoire qui a existé. Voilà, et après encore une fois, le risque du inspiré de faits réels, c'est que tu peux toujours
Oui, bah. Tu peux toujours, comment dire, ajouter. Comment tu feras ça? Tu peux toujours dramatiser le truc. Et c'est pour ça que parfois je trouve que c'est pour le coup peut-être un peu trop écrit. D'accord. En ça, je trouve que la fin, moi alors, je sais pas si c'est vraiment ça s'est passé comme ça, mais quand donc, vraiment où il cite tous les morts, ça. Symboliquement c'est beau, mais honnêtement je trouve que ça marche pas. Et je trouve qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans le truc, c'est pas crédible pour moi. Et dans la vraie vie réelle, ça s'est passé vraiment comme ça. Ça s'est passé vraiment comme ça. Bah peut-être, mais je sais pas, je trouve que ça manque de crédibilité. Je trouve que ça, là c'est trop écrit pour moi. Là j'y crois plus. C'est vraiment un moment où j'y ai plus cru. Mais juste aussi par à l'écriture, encore une fois. Parce que voilà, il y a aussi un vrai jeu de ping-pong qui marche très très bien, les dialogues, tout ça. Enfin, il y a un vrai enchaînement, il y a une vraie musicalité, et c'est en ça que Sorkin aussi est très très bon là-dedans. C'est qu'il arrive toujours à faire jongler ses personnages, donc 1, 2, 3, machin. Le 1 dit ça, le 2 dit ça, le 3 dit ça, ça rebondit là, machin, etc. C'est très. C'est bordel dit comme ça, mais c'est toujours très bien structuré. Ça, il est très bon là-dedans. Mais encore une fois, par contre, en termes de mise en scène, je pense qu'il y a encore un peu de boulot à faire. Tu vois, parce que c'est bien marqué, les accusés profitèrent également du procès pour lire lors des audiences le nom de soldats morts durant la guerre du Vietnam. Donc, donc il a bien retranscrit de la même façon. Je pense pas qu'il l'a inventé, mais je trouve que dans l'exécution c'est un peu maladroit. Non, mais de la même façon que quand on voit, comment il s'appelle déjà le Black Panther, c'est Bobby Seale. Oui. Quand on voit donc dans le film qu'à un moment donné il a été menotté avec une cagoule sur la tête. Ça s'est réellement passé. Oui. Ça s'est réellement passé. Ça paraît. Non, mais je ne doute pas de l'exactitude des trucs. Hein, mais voilà. Après, encore une fois, il y a la façon de le. Enfin, il y a. Comment dire? Il y a ce qui est écrit et après comment tu le mets en scène, justement. Oui, non, mais. Et parfois, ça peut paraître maladroit. Bref, voilà. Bon. Mais sinon, on vous recommande plutôt, évidemment. Oui. Ne serait-ce que pour Alteron. Est-ce que je donne le résultat du procès de Sorkin? Si tu veux. Parce que après ça on le sait pas trop dans le film, mais. Mais si, il y a texte de fin. Oui. D'ailleurs, c'est toujours un truc qui m'a énervé un peu, ça aussi. Là aussi, c'est très académique où vraiment tu ne montres pas, juste tu écris la fin. Genre comme si c'était au théâtre ou comme si tu lisais un livre. C'est-à-dire que si tu veux, ça s'est quand même passé en 68. Le procès a duré plus de 2 ans, puisque c'est en 70 qu'ils ont été acquittés des charges. Sauf, enfin, pas toutes les charges, parce qu'il y en a quand même 5 qui ont été condamnés à une amende de 5 000 $ et une peine de prison de 5 ans, parce qu'en fait, même s'ils ont été reconnus innocents donc des violences, puisque bon, on le sait, c'est le maire de la ville, ou l'ancien secrétaire d'État à la justice, qui lui-même a dit que de toute façon, toutes les provocations, enfin, tout avait été déclenché par les policiers. Donc néanmoins, ils avaient franchi l'État. Oui, c'est ça, oui, voilà. Ils avaient changé d'État pour aller jusqu'à Chicago et tout ça. Et donc, il a fallu attendre 1972 pour que toutes ces condamnations, quelles qu'elles soient annulées par la Cour d'appel des États-Unis. Et parce qu'il a jugé que il a estimé que le juge avait été trop partial, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc dans son refus de permettre aux avocats de la défense de filtrer les jurés en fonction de leurs préjugés culturels ou raciaux. Et en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Bobby Seale, qui était donc apparemment, enfin dans le film, on entend qu'il était aussi avait été condamné à mort parce que en fait, lui, en plus des manifestations de Chicago, il a été accusé d'avoir tué un flic. C'est ça? Non, je sais plus. Non, un policier, non, c'était pas un policier. Donc, je sais plus. Pour en revenir à la loi, à la voie de la justice, donc il a été reconnu. Innocent. Il faut le voir. Parce que franchement, le scénario est bien mené. On s'ennuie pas. Ah oui, non, c'est bien rythmé. Et encore une fois, il y a une vraie musicalité même dans tout ça. Non, bien sûr, c'est très bien rythmé. Pas de problème. Voilà, donc, et puis, de toute façon, voilà, si jamais vous intéressez un petit peu, parce que je pense qu'aux Oscars, il partira avec pas mal de nominations. Je pense que ça peut être un très très sérieux concurrent pour les Oscars. Donc, bien sûr que c'est à voir. Avant de passer au vice-versa, d'un petit film pour moi, je vais aller très vite dessus parce que j'aime pas trop parler des mauvais films. L'élève du Cobu, réalisé par Philippe de Chauvron. Ah bah là, vous allez me dire, mais pourquoi tu vas regarder ça, Julien? Parce qu'il est maso. Un peu, c'est vrai. Non, la raison est, encore une fois, je reviens à mon top 55 des films de 2012. La 51e place est Les Vacances de Ducobu, qui est la suite de ce film-là, donc l'élève du Cobu. Et donc, bon, voilà, j'ai un peu de réputation parfois de défendeur du cinéma français, où j'essaie de dire, ouais, mais ça c'est pas si nul, mais en fait, il y a plein de choses formidables qui sortent, mais les gens ne vont pas les voir, c'est pas assez mis en avant. Bon, là, on est sur un cas d'école d'une comédie française populaire qui rate à peu près tout ce que ça entreprend.
J'aurais aimé le défendre, hein, vraiment, j'aurais pu, hein, mais non. C'est vraiment pas bien. Que ce soit les personnages qui sont détestables, que ce soit les acteurs qui sont mauvais, que ce soit la mise en scène qui est absolument absente. C'est même pire que celle de Chicago, c'est pour vous dire. Le montage qui est catastrophique, on a l'impression que parfois les acteurs n'étaient pas en face à face quand il y avait des dialogues. Donc il y a vraiment, là pour le coup, il n'y a aucune musicalité, ça ne fonctionne pas. Et ce n'est jamais drôle, surtout. Pour une comédie, ça craint un peu. Donc voilà, ça ne dure qu'une heure et demie, et pourtant on sent les minutes passer de façon... Enfin, c'est très long, quoi. C'est très long, et pourtant c'est très court. Mais c'est juste qu'on s'ennuie énormément. Le seul truc que je sauverais, c'est peut-être les décors, où il y a quelques petites bonnes idées, parce qu'encore une fois, il faut quand même rappeler que ça vient d'une BD à la base, du Kobu. Rien ne fonctionne. Donc voilà, il y a une idée d'esthétique parfois de 3 moments, parce que t'as vraiment l'impression que... Enfin, il y a une espèce de mélange, avec une esthétique très à l'année 60-70, mais en même temps avec des trucs modernes, donc ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas. Bref, pour moi, il y a quasiment rien qui va. Donc c'est non. C'est non, et dire que je vais voir la suite, ça me fait très mal, mais bon, que voulez-vous? Tout ça pour un putain de badge, quand j'y pense, c'est n'importe quoi. Bref, voilà, passons à... Retournons à des bons films. Hein. Je crois que c'est une bonne idée. Et on va donc passer enfin au vice-versa. Je suis très impatient. Le vice-versa, donc, pour rappel, généralement, donc, quand tu es là, donc, on fait ça. On prend un thème, on impose un film à l'autre par rapport à ce thème. Et après, donc, la personne dit ce qu'elle en a pensé. Pour ce numéro, le thème était de choisir un film non américain, pour essayer un petit peu de changer de non cinéma. américain, non anglais, non français. Oui, ça reste un... Oui. Enfin, en tout cas, effectivement, le mieux c'était... Cinéma autre, quoi. Voilà, le mieux c'était pas en langue anglaise ou en langue française. Ouais. Effectivement, pour changer un petit peu, pour espérer d'autres horizons. Est-ce que tu veux commencer? Tu veux jouer, commence peut-être. Comme tu veux. Y a pas de... Non, moi je veux commencer? Bien commencer, oui. Donc, quelle était ma part de marché? que t'avais-je imposé, ma chère Marie? Oui, c'est ça la question. Je dis. Oui. Oh, Je oui, t'avais oui, donc oui. imposé The Guilty, réalisé par Gustav Mahler, qui est un film danois sorti en 2018. C'est ça. dont je parle, moi, dans mon bilan cinéma de 2018, justement, parce que c'est un de mes films préférés de 2018. Donc voilà, film que j'aime beaucoup, et donc je me suis dit, je pense que ça pouvait te plaire. Donc, me suis trompé ou pas, qu'as-tu pensé de The Guilty, chère Marie? J'avais quand même une double peine, hein, pour le coup. Hein. Ah bon? Parce que... Alors, parce que d'abord, déjà, film danois. Oui, mais enfin, tu l'as vu en français. Non, en sous-titré. Ah, j'ai mis... Ah non, mais... Pourtant, quand tu l'as commencé, c'était en français. Non, mais après... Après, tu l'as mis en VO. Je l'ai mis en VO. Ah, t'étais pas obligé, hein, mais d'accord. Okay. Oui, mais je l'ai mis en VO. J'ai rien compris au niveau des dialogues. Mais non, c'est pour ça que c'est sous-titre, hein, aussi. Non, mais parce que pour le coup, au préalable, j'avais vu 2 ou 3 petites... Mais pas grand-chose, hein, pas beaucoup de critiques, parce que je voulais pas me spoiler ni rien. Mais j'avais vu, entre autres, qu'il y avait une musique qu'il y avait une bonne musique. Et que le son était super important dans le film. Ah bah oui, c'est sûr, oui. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je me suis mise en conditions réelles et donc je l'ai regardé en VO. The Guilty, c'est en fait un huis clos, puisque d'entrée, tu vois un opérateur de police secours, donc du 112, et qui va te faire vivre 85 minutes sous haute tension, parce qu'il va falloir que tu découvres... Enfin, tu vas découvrir donc tout au long du film qu'il va devoir gérer à distance une affaire de meurtre et de kidnapping. The Guilty donc est un film dénué de contre-champ. Parce qu'en fait, tu es dans un endroit donc précis et tu n'en sors pas. Tout ce qui va se passer en extérieur, ce que je disais, d'où l'importance du son, parce que tout ce qui va se passer en extérieur, c'est reconstitué au niveau des ambiances. Tu as par exemple l'entrée par effraction dans un appartement, le balai des essuie-glaces qui rythme une cavale angoissante, et tu es en fait tellement, pris dans l'engrenage que pourtant il n'y a pratiquement pas d'action, même pas d'action. C'est un dialogue d'un mec et t'entends des gens au téléphone, mais en gros t'entends qu'un mec, t'entends que l'opérateur, mais pourtant tu es rivé, tu es cloué, et même si moi, mais bon, après je suis une spécialiste des thrillers, je lis beaucoup de polars. Ah oui, j'avais compris d'entrée que... Enfin, t'avais dit la fin, quoi. Oui. Assez vite, d'accord. Oui, parce que il y a des petits indices comme ça, si tu oui, non, mais bien sûr, bien, c'est possible, qui font c'est que... donc voilà.
Mais voilà, c'est vrai que j'ai trouvé ça purement génial. Parce que c'est vraiment c'est un huis clos qui est tellement conceptuel. Donc tu visualises l'histoire en fait avec tes oreilles. C'est ça qui est génial. C'est tout à fait le truc. Tu entends et tu imagines la femme qui a été kidnappée. Tu imagines son collègue là, donc mince, j'ai oublié son nom. Oh monsieur, comment il s'appelle dans le film? Le personnage principal? Oui. Ah crotte, pourtant je croyais que je l'avais pris, mais je l'ai pas pris. Alors, ah bah mince, pourtant c'était... J'ai trouvé ça. Attends. Bon mais c'est pas grave, tu te mets tellement dans sa peau, à ce personnage, que en fait tu participes à tout. Et puis l'un de ses collègues, donc qui va aller directement sur place, qui va pouvoir te donner les détails de comment s'est passé le kidnapping, donc qui va t'expliquer le meurtre aussi, de qui est mort, comment il est mort, enfin tout ça. Donc j'ai trouvé ça... c'est Asgard, c'est ça? C'est Asgard, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, bon après on va pas raconter le film, on va pas raconter tout ce qui se passe. Non. Parce qu'il y a quand même un... Comment tu appelles ça à la fin? Un twist. Un twist qui est quand même... Bon. Voilà le twist. Oui, c'est... Voilà. Mais par contre, c'est minimaliste, en fait, en termes de décor, parce qu'en fait, t'es toujours dans la salle. Alors, après, les seules choses que tu as, c'est quand il enlève son casque, il remet son casque. Donc, en fait, c'est comme si tu participais à son truc quand il remet son casque. Quand il enlève, t'entends plus rien. Donc, parce que sinon, à côté de ça, il parle pas. À part, il parle qu'au téléphone, en fait. Ou une ou deux phrases avec un collègue quand tu lui demandes s'il va bien. En plus, tu apprends, pour corser un peu les choses, que en fait, il est au 112. Enfin, il est devenu opérateur là pour le centre de secours, mais parce qu'il est plus ou moins en punition. Puisque bon, on apprend, et c'est lui qui le dit. C'est pas trop non plus, mais oui. Qu'apparemment il a fait une bêtise. Enfin bon, bref, donc tout ça, et ça te tient, mais vraiment dans une super haleine. C'est voilà. Donc en fait, tu peux pas raccrocher avant la fin. Donc ça, c'est clair déjà. Ça, c'est un truc qui est certain. Et j'ai adoré parce que j'ai trouvé une critique qui dit: Alfred Hitchcock rêvait d'un thriller dans une cabine téléphonique. Ce Danois l'a fait. Et j'ai trouvé ça, pour le coup, j'ai trouvé ça excellent. Donc voilà. Tu as parlé de Gustav Mahler, donc il a 30 ans. Ouais. Il est tout jeune. Ouais. C'est son premier film. Et simplement, moi, je voulais juste parler du personnage principal, donc Asgard. Asgard, ouais. Joué donc par Jacob Cedergren. Oui, sûrement. Où j'ai passé une bonne partie du film en me disant, mais celui-là, je le connais, pourtant j'ai jamais vu de film danois, j'ai jamais vu de film donc des pays nordiques, ouais. Mais pourtant celui-là, ça me disait quelque chose, tout simplement parce qu'après, donc pareil, en allant regarder un petit peu, donc ce monsieur, il est danois d'origine suédoise, et donc il a joué dans une série suédoise qui s'appelle Meurtre à Sandhamn, donc une série qui a été récompensée par pas mal de prix et tout ça, et qui comporte quand même 7 saisons, donc voilà, où il jouait déjà un flic là-dedans. Donc, mais que tu avais vu du coup? Et j'avais vu, oui, ça va sans dire que je le recommande, et merci de me l'avoir imposé, parce que pour le coup, ça m'a fait très plaisir. Là, c'était vraiment très très... C'est bonne pioche. J'ai aimé être au téléphone. Pour une fois, on n'a pas... C'est pourtant moi qui ne suis pas quelqu'un qui reste très longtemps et qui machin, mais j'ai trouvé que c'était génial. Et puis il y a tant de... Tout passe en fait au niveau de... Parce qu'il est filmé donc au niveau juste de sa tête. Il a tellement d'émotions qui passent à un moment, tu vois même une larme qui coule. Enfin voilà, donc je trouve qu'il rend ça magnifiquement bien. Mais je suis entièrement d'accord, je vais pas trop extrapoler, mais juste quand même pour rappeler 2-3 trucs effectivement. Enfin bon, ça fait très plaisir que tu aies aimé le film. Oui. Effectivement, moi c'est un film que j'avais adoré, que j'avais découvert en salle. J'ai pas fait de pause. Bah parfait. C'est un film que j'avais découvert en salle, et en salle c'est encore plus immersif. Oui, bien sûr. Et moi ce que j'avais trouvé génial, c'est vraiment le minimalisme du film, qui arrive avec 3 fois rien à te mettre dans une ambiance dingue, à te captiver, à te passionner. Et ouais, enfin t'es pris dedans quoi. Ce qui est génial, c'est que le film, voilà, vraiment, il est carré, il fait son truc en 1h30, mais c'est ultra efficace. C'est constamment effectivement en tension.
avec 3 fois rien. Et je trouve ça vraiment brillant, quoi. Je trouve que c'est formidable, quoi. Et en fait, tu te surprends à attendre le coup de téléphone. C'est ça, ouais, c'est ça. Et tu te surprends à sursauter parce que il y a un coup de téléphone. Ouais, c'est ça, voilà. C'est tellement prise dans le truc. Effectivement, le son est très important. Et puis même en termes de mise en scène, pour le coup, là où ça aurait pu être très classique, parce que finalement, bah, il n'y avait pas beaucoup de possibilités de mise en scène, bah finalement même, il y a une variété sur les plans, c'est très très judicieusement choisi, c'est toujours très bien réfléchi, je trouve, pour vraiment qu'on ait l'émotion du personnage qui représente très... Enfin voilà, bon. Moi j'ai vraiment trouvé ça brillant et j'en suis très content que tu aies aimé le film. Ça me fait bien plaisir. Très bien, et bah passons à moi, c'est parti. Donc le film que tu m'avais imposé... Oui, c'est un film italien. Exactement, je le dis du coup. Oui. Une journée particulière réalisée par Ettore Scola, sorti en 1977, avec un duo d'acteurs assez mythique, à savoir Sophia Loren et Marcello Mastroianni. Donc qui se passe en 1938, le 6 mai 1938 très précisément, alors que tous les habitants d'un immeuble sont partis assister au défilé de Duce Mussolini. J'arrivais pas à le dire. Et d'Hitler, qui commençait un petit peu à faire copain. Une mère de famille nombreuse et un homme vont se rencontrer. Voilà. Bon, on va rester plutôt vague. Donc, alors j'avoue que le cinéma italien fait partie de mes grosses lacunes cinématographiques que je compte évidemment combler bientôt, parce que je sais que le cinéma italien, notamment celui des années 60-70, voire 80, est très riche. Il y a énormément de cinéastes très importants, donc Ettore Scola, Visconti, Fellini, bien sûr, voilà, et ce genre de... Rizzi, voilà, il y en a tellement. Il y en a plein, et je sais que c'est un cinéma très riche qui est souvent tout le temps cité comme étant le meilleur cinéma du monde ou un des cinémas les plus importants du monde. Et quand tu vois un film comme Journée particulière, tu comprends pourquoi. Parce qu'effectivement, voilà, je mets le point de suspense et j'ai trouvé ça génial. Donc c'est un film magnifique qui est sublimé par une excellente mise en scène. Là vraiment, moi qui suis donc encore une fois très friand de mise en scène, des moments de caméra de folie, des plans séquences très virtuoses. Tu te rappelles les moments avec les draps, tout ça? Tout à fait, oh bah, la scène de drap, oui, formidable. Le duo principal est parfait, hein, j'ai envie de dire que soit en tant qu'acteur ou même en tant que personnage, il y a une alchimie entre eux, on y croit tout de suite à cette alchimie et ces personnages très touchants, chacun à leur manière. Et puis voilà, c'est fort, c'est beau, le film arrive à traiter de thématiques modernes. Alors c'est un film qui a plusieurs décennies, et en plus avec beaucoup de pertinence, donc il n'y a pas ce côté ça m'a vieilli ou tout ça, il y a beaucoup d'intelligence dans le propos, que ce soit du côté de la femme, sans trop en dire, l'émancipation de la femme, de ne pas être comment dire, esclave de son mari entre guillemets, enfin elle veut juste essayer de s'émanciper et de vivre pour elle entre guillemets, et l'homme, parce que bon je peux pas le dire parce que c'est une révélation de mi-film on va dire, je peux pas dire pourquoi lui, il y a aussi un truc moderne qui est avec lui, mais voilà, encore une fois c'est très bien traité. Il y a juste, je t'en avais parlé, une toute petite scène qui m'avait dérangé, encore une fois je peux pas le dire parce que sinon ça va spoiler, mais disons qu'ils vont beaucoup se rapprocher à un moment. C'est ça. Alors pour moi, non, là j'y crois pas. C'est le seul moment où j'y ai pas cru. Je me suis dit, non là c'est trop. C'est pas. Il y a un truc qui fonctionne pas à ce moment-là. C'est la seule scène, mais et vraiment, moment c'est 1 minute, c'est pour pinailler. Voilà, c'est le seul moment où je me suis dit, ah. Mais sinon à part ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et en plus, enfin, ce qui est génial, c'est que pendant tout le film, donc pareil, c'était un espèce de huis clos quelque part aussi, on a la radio qui va commenter tout le défilé, parce qu'on le voit pas tout le défilé. Enfin, donc l'intro du film nous présente le contexte avec donc Mussolini et Hitler, mais tout le défilé, donc la famille de la femme assiste au défilé sauf elle qui donc s'occupe de la maison, tout ça, etc. Et donc pendant tout le film, donc il y a la radio qui va expliquer les événements, et donc alors que donc ces deux personnages vont se rencontrer et on comprend très vite que ça va être très compliqué pour eux de rester ensemble, etc. Donc il faut vraiment qu'ils profitent du moment, parce qu'avec tout ce qui est annoncé dans la radio, vu comment ça se présente tout ça, l'effervescence de la rencontre qui va être évidemment horrible, hein, pour la suite on connaît. Oui, parce que c'est la montée du fascisme, tout ça. Du fascisme en Italie. Et donc c'est brillant, donc Mussolini. Voilà, c'est à la fois fort, triste et cynique, mais justement c'est d'une puissance folle et c'est d'une pertinence incroyable. Bref, voilà, je n'ai pas grand chose à redire, c'est très 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 bien, non, même excellent. Les acteurs sont formidables, enfin, le duo principal est formidable, et puis voilà. Puis franchement, Sophia Loren, la bombe italienne. Ah ouais, magnifique. Non, voilà. En mère de famille, femme de ménage. Ça aurait été une autre que Sophia Loren, on ne lui aurait peut-être pas cru, mais avec elle, elle est tellement. Mais c'est ça, ah non, mais tout est crédible. Non, mais il n'y a aucun souci, puis même. Et c'est comme, pareil, Marcello Mastroianni. Ah oui, non, parfait, non, mais voilà. Le séducteur, le. Enfin. Ah, au beau gosse, absolument.
absolument, beau gosse. Hein. Et qui dans ce film, bon, Enfin, on bref, le dira faut pas. pas le dire, mais voilà. Faut pas le dire. Non, voilà, puis même en termes de photographie, même si j'allais dire même si c'est en noir et blanc, c'est con de dire ça parce que c'est même en noir et blanc, tu peux faire des très belles images. C'est que des superlatifs, c'est génial. Évidemment qu'il faut le regarder, enfin même il faut s'intéresser au cinéma italien, il faut que je m'intéresse au cinéma italien. Évidemment, faut que je le fasse. Vraiment, au lieu de regarder l'élève du Cobu, il faut que je regarde le cinéma italien. Non, blague à part, mais bien sûr que je le ferai par la suite. Je ne peux que vous conseiller, c'est... Ah oui, non, c'est parfait. Si vous ne connaissez pas le cinéma italien, il faut le découvrir. Et faut absolument... Franchement, il y a des pures merveilles. Ah oui, bien sûr. C'est, je pense à Parfum de femme avec Vittorio Gassman, puis d'autres, Ettore Scola. Enfin bon, non. Franchement, le cinéma italien, c'est tellement dommage parce que malheureusement... Ah bah maintenant c'est un gouffre aujourd'hui, il y a plus rien. C'est ça, donc on n'en parle plus. Voilà. Alors qu'ils ont connu des heures de splendeur et de gloire. C'était les maîtres du monde il y a quelques décennies. C'est ça. Voilà. Et d'où l'importance, hein, parce que si on veut que le cinéma français ne soit pas comme le cinéma italien, l'important des salles de cinéma de soutenir l'économie du cinéma français, bien sûr. Ou même, voire même européen. L'Italie n'a pas eu tout ce qu'on a aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils sont tombés. Donc voilà, la preuve que il faut soutenir les salles de cinéma. Quand ça réouvrira, on espère bientôt, n'est-ce pas? Merci messieurs dames de nous avoir suivis pour ce 14e numéro de Jules Ciné qui je trouve a été très... très enrichissant, voilà, je n'avais plus de mots. Pour le 16e du jeu de ciné, on fera évidemment un autre vers ça. Voilà, n'oubliez pas de passer me voir sur Twitch le lundi soir, bien sûr, on parle de cinéma et parfois on joue, c'est sympa. Voilà, je vous souhaite donc encore une fois une très bonne soirée et ou journée. À la prochaine, prenez soin de vous, voyez des films, salut!